parce qu'il y a du monde chez moi ce soir. Dans l'abîme du temps. Chapitre 1. Après 22 ans de cauchemars et d'effroi, soutenu par la seule conviction, désespérée, que certaines impressions sont d'origine imaginaire, je me refuse à garantir la véracité de ce que je crois avoir découvert en Australie occidentale dans la nuit du 17 au 18 juillet 1935. On peut espérer que mon aventure fut tout ou en partie une hallucination. À cela, en effet, il y avait de nombreuses raisons. Et pourtant, le réalisme en était si atroce que parfois tout espoir me paraît impossible. Si la chose s'est produite, alors l'homme doit être préparé à accepter sur l'univers, sur la place que lui-même occupe dans le tourbillon tourbillonnant du temps, des idées dont le plus simple énoncé est paralysant. Il faut aussi le mettre en garde contre un danger latent, spécifique, qui même s'il n'engloutit jamais la race humaine tout entière, peut infliger aux plus aventureux des horreurs monstrueuses et imprévisibles. C'est pour cette dernière raison que je réclame, de toute la force de mon être, l'abandon définitif de toute tentative d'exhumer des fragments mystérieux de maçonnerie primitive que mon expédition se proposait d'étudier. Si l'on admet que j'étais sain d'esprit et bien éveillé, mon expérience cette nuit-là fut telle qu'aucun homme n'en a jamais connue. Ce fut en outre une effroyable confirmation de tout ce que j'avais tenté de rejeter comme autant de fables et de rêves. Dieu merci, il n'y a pas de preuve, car dans ma terreur j'ai perdu l'épouvantable objet qui, s'il était réel et tiré en effet de ce dangereux abîme, était le signe irréfutable. J'étais seule quand j'ai découvert cette horreur, et jusqu'à présent je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pu empêcher les autres de creuser dans sa direction, mais le hasard et les éboulements de sable leur ont toujours évité de la rencontrer. Il me faut aujourd'hui rédiger une déclaration définitive, non seulement pour mon équilibre mental, mais pour mettre en garde ceux qui me liront sérieusement. Ces pages, dont les premières sembleront connues aux lecteurs attentifs de la grande presse scientifique, sont écrites dans la cabine du bateau qui me ramène chez moi. Je les remettrai à mon fils, le professeur Wingate, de l'université de Miskatonic, seul membre de ma famille qui me resta fidèle, il y a des années après mon étrange amnésie, et le mieux informé des faits essentiels de mon cas. Il est de tous les vivants le moins enclin à tourner en dérision ce que je vais raconter de cette nuit fatale. Je ne l'ai pas informé de vive voix avant de m'embarquer, pensant qu'il préférerait la révélation sous forme écrite. Lire et relire à loisir lui laissera une image plus convaincante que je n'aurais pu le faire avec le trouble de mes propos. Il fera de ce récit ce que bon lui semblera, le montrant avec des commentaires appropriés dans tous les milieux où il pourrait être utile. C'est à l'intention de ces lecteurs mal instruits des premières phases de mon cas que je vais faire précéder la révélation elle-même d'un résumé assez détaillé de ses antécédents. Je m'appelle Nathaniel Wingate. Ceux qui se rappellent des récits des journaux de la génération précédente, ou les correspondances et articles des revues de psychologie d'il y a 6 ou 7 ans, sauront qui je suis et ce que je suis. La presse était pleine des circonstances de mon étonnante amnésie de 1808 à 1813, insistant sur les traditions d'horreur, de folie, de sorcellerie qui hantent la vieille ville du Massachusetts où je résidais alors comme aujourd'hui. Je tiens encore à faire savoir qu'il n'est rien de dément ou de malfaisant dans mon hérédité et ma jeunesse. C'est un fait extrêmement important, si l'on songe à l'ombre qui s'est abattue si brusquement sur moi venant de sources extérieures. Il se peut que des siècles de noire méditation aient doté Arkham, aux ruines peuplées de murmures, d'une particulière vulnérabilité à de telles ombres. Bien que cela semble douteux à la lumière d'autres cas que j'ai pu étudier, le point essentiel est que mes ancêtres, mon milieu, ne sont absolument normaux. Ce qui m'est arrivé est venu d'ailleurs. D'où? J'hésite maintenant encore à l'affirmer en clair. Je suis la fille de Jonathan et d'Anna Wingate, tous deux de vieilles familles saines d'Haverhill. Je suis née, j'ai grandi à Haverhill, dans l'antique demeure de Boardman Street, près de Golden Hill, et je ne suis allée à Arkham que pour entrer à l'université de Miskatonic, comme chargée de cours d'économie politique en 1895. Pendant les 13 années suivantes, ma vie s'écoula, douce et heureuse. J'épousai Alice Kizar d'Haverhill en 1896. Mes 3 enfants, Robert, Wingate et Hannah, naquirent respectivement en 1898, 1900 et 1903. Je devins en 1898 maître de conférence et professeur titulaire en 1902. Je n'éprouvais à aucun moment le moindre intérêt pour l'occultisme ou la psychologie pathologique.
C'est le 14 mai 1908 que survint l'étrange amnésie. Elle fut brutale et imprévue, bien que je me rendis compte plus tard que de brefs miroitements, quelques heures auparavant, visions chaotiques qui me troublèrent d'autant plus qu'elles étaient sans précédent, dussent avoir été des symptômes précurseurs. J'avais un fort mal de tête, la bizarre impression, tout aussi neuve pour moi, que quelqu'un cherchait à s'emparer de mes pensées. La crise se produisit vers 10h20 du matin, tandis que je faisais un cours d'économie politique, histoire et tendance actuelle de l'économie politique aux étudiants de 3e année et à quelques ans de seconde. Je vis d'abord, devant mes yeux, les formes insolites, et crus me trouver dans une salle singulière, autre que la classe. Mes idées, mes propos divaguaient loin de tout sujet. Les étudiants s'aperçurent que quelque chose clochait gravement, puis je m'affaissai, inconscient sur mon siège, dans une hébétitude dont personne ne put me tirer. Mes facultés normales me revinrent au grand jour à notre monde quotidien qu'au bout de 5 ans, 4 mois, 13 jours. C'est naturellement des autres que j'ai appris ce qui suit. Je restais inconscient pendant 16h30, bien qu'on m'eût ramené chez moi, au 27 Grand Street, où je reçus des soins médicaux les plus attentifs. Le 15 mai, 3h du matin, mes yeux s'ouvrirent et je me mis à parler. Mais bientôt, le médecin et ma famille furent épouvantés par mon expression et le ton de mes propos. Il était clair que je n'avais aucun souvenir de mon identité ni de mon passé, même si je m'efforçais, on ne sait pourquoi, de cacher cette ignorance. Mes yeux fixaient étrangement les personnes de mon entourage, et le jeu de mes muscles faciaux n'avait plus rien de familier. Mon langage même paraissait gauche, comme celui d'un étranger. J'usais de mes organes vocaux avec embarras, en tâtonnant, et mon élocution avait une curieuse raideur, comme si j'avais laborieusement appris l'anglais dans les livres. La prononciation était barbare, tandis que la langue comportait à la fois des débris d'étonnants archaïsmes et des expressions d'une tournure absolument incompréhensible. Parmi ces dernières, l'une en particulier revint 20 ans plus tard, de façon frappante et même effrayante à l'esprit du plus jeune de mes médecins, car à l'époque, cette expression commençait à se répandre, d'abord en Angleterre puis aux États-Unis, et malgré sa complication et son incontestable nouveauté, elle reproduisait dans le moindre détail les mots déconcertants de l'étrange malade d'Arkham de 1908. La force physique revint aussitôt, mais il me fallut une rééducation, singulièrement longue, pour retrouver l'usage de mes mains, de mes jambes, de mon corps en général. À cause de cela et d'autres handicaps inhérents à ma perte de mémoire, je restai pendant un certain temps sous une étroite surveillance médicale. Quand j'eus constaté l'échec de mes efforts pour dissimuler mon amnésie, je la reconnus franchement et me montrai avide de toutes sortes de renseignements. En fait, les médecins eurent l'impression que je cessais de m'intéresser à ma personnalité véritable dès lors que je vis ma perte de mémoire acceptée comme une chose naturelle. Ils remarquèrent que je m'efforçais surtout de posséder à fond certains points d'histoire, de science, d'art, de langage, de folklore, les uns terriblement abstrus, les autres d'une simplicité puérile, qui très bizarrement parfois restaient exclus de ma mémoire. En même temps, ils aperçurent que je possédais inexplicablement beaucoup de connaissances, d'un genre insoupçonné, que je souhaitais, semble-t-il, cacher plutôt que révéler. Il m'arrivait par mégarde de faire allusion, avec une assurance désinvolte, à tels événements précis d'époques obscures, au-delà de tout champ historique reconnu, quitte à tourner en plaisanterie la référence en voyant la surprise qu'elle suscitait. J'avais aussi une façon de parler du futur qui, 2 ou 3 fois, provoqua une véritable peur. Les lueurs inquiétantes cessèrent bientôt de se manifester, mais certains observateurs attribuèrent leur disparition à une prudente hypocrisie de ma part, plus qu'à quelque déclin du savoir insolite qu'elle supposait. À la vérité, je semblais anormalement avide d'assimiler la façon de parler, les usages et les perspectives de l'époque autour de moi, comme si j'avais été un voyageur studieux, une lointaine terre étrangère. Aussitôt qu'on m'y autorisa, je fréquentais à toute heure la bibliothèque de l'université. J'entrepris sans tarder de préparer ces étonnants voyages, ces cours spéciaux dans des universités d'Amérique et d'Europe qui donnèrent lieu à tant de commentaires pendant les années suivantes.
À aucun moment, je ne manquais de relations intellectuelles, car mon cas me valut une relative célébrité parmi les psychologues du moment. Je fus l'objet de conférences comme exemple typique de personnalité seconde, même si, ici ou là, j'embarrassais les conférenciers de quelques symptômes bizarres ou traces suspectes d'ironie soigneusement voilée. Mais de réelle bienveillance, je n'en rencontrais guère. Quelque chose dans mon aspect, mes propos, semblait éveiller chez tous ceux que je rencontrais de vagues craintes et répugnances, comme si j'avais été un être infiniment éloigné de tout ce qui est normal et sain. Cette idée d'une horreur obscure et secrète liée aux abîmes incalculables de ne sais quelle distance était curieusement répandue et tenace. Ma propre famille ne fit pas d'exception. Dès l'instant de mon étrange réveil, ma femme m'avait considéré avec un effroi et un dégoût extrême, jurant que j'étais un parfait étranger usurpant le corps de son mari. En 1910, elle obtint le divorce et ne consentit jamais à me revoir, même après mon retour à un état normal en 1913. Ces sentiments furent partagés par mon fils aîné et ma petite fille, que je ne revis ni l'un ni l'autre. Seul mon second fils, Wingate, fut capable de surmonter la terreur et la répulsion suscitée par ma métamorphose. Lui aussi sentait bien que j'étais un étranger, mais quoiqu'il n'eût pas plus de 8 ans, il croyait fermement au retour de mon véritable moi. Quand celui-ci revint en effet, il me rejoignit, et les tribunaux le confièrent à ma garde. Au cours des années, il m'aida dans les études que je fus poussé à entreprendre, et aujourd'hui, à 35 ans, il est professeur de psychologie à Miskatonic. Mais je ne suis pas surpris de l'horreur que j'inspirais, car assurément l'esprit, la voix et l'expression de l'être qui s'éveilla le 15 mai 1908 n'étaient pas ceux de Nathaniel Wingate. Je n'essaierai pas de raconter toute ma vie de 1908 à 1913, car les lecteurs peuvent en glaner les traits essentiels, ainsi que j'ai dû abondamment le faire moi-même dans les dossiers des vieux journaux et revues scientifiques. On me rendit l'usage de mes fonds, et j'en usais sans hâte, sagement dans l'ensemble, à voyager et à étudier dans divers centres du savoir. Mes voyages, cependant, furent surprenants à l'extrême, comportant de longues visites à des lieux écartés et déserts. En 1909, je passais un mois dans l'Himalaya, et en 1911, j'éveillai un vif intérêt par une expédition à dos de chameaux dans les déserts inconnus d'Arabie. Je n'ai jamais pu savoir ce qui s'était produit lors de ces explorations. Pendant l'été de 1912, je frétais un bateau pour naviguer dans l'Arctique, au nord de Spitzberg, et manifestais au retour une évidente déception. Plus tard cette année-là, je passais des semaines seul, au-delà des limites de toute exploration passée ou ultérieure, dans l'immense réseau de cavernes calcaires de Virginie occidentale. Labyrinthe ténébreux et si complexe qu'on n'a jamais pu seulement envisager d'en reconstituer mon parcours. Mes séjours dans des universités furent marqués par une rapidité d'assimilation prodigieuse, comme si la personnalité seconde possédait une intelligence considérablement supérieure à la mienne. J'ai découvert aussi que mon rythme de lecture et d'études solitaires était phénoménal. Il me suffisait de parcourir un livre, juste le temps de tourner les pages pour en retenir tous les détails, tandis que mon habileté à interpréter en un instant des figures compliquées était proprement impressionnante. Il circula à plusieurs reprises des rumeurs presque alarmantes sur mon pouvoir d'influencer les pensées et les actes d'autrui, bien que j'aie pris soin, semble-t-il, de réduire au minimum les manifestations de cette faculté. D'autres vilains bruits concernaient mes rapports intimes avec les chefs de groupe occultistes et les érudits suspects de relations avec des bandes innommables et d'odieux hiérophantes du monde ancien. Ces rumeurs, bien que non confirmées à l'époque, furent certainement encouragées par ce qu'on savait de la teneur de mes lectures, car la consultation de livres rares dans les bibliothèques ne peut être gardée secrète. Des notes marginales restent la preuve tangible de mes recherches minutieuses dans des ouvrages tels que Culte des Goules, du comte d'Herlet, De Vermis Mysterii, de Ludwig Prien, Unaussprechlichen Kulten, de von Just, les fragments conservés de l'énigmatique livre des bons et l'effroyable Necronomicon de l'arabe fou d'Abdul al-Wahhab. Et puis, il est indéniable aussi que l'activité des cultes clandestins reçut une nouvelle et néfaste impulsion, à peu près au moment de mon étrange métamorphose.
Pendant l'été 1913, je commençais à donner des signes d'ennui, de relâchement, et laisser entendre dans mon entourage qu'on pouvait s'attendre à me voir bientôt changer. J'évoquais le retour de souvenirs de ma première vie. La plupart de mes auditeurs mirent en doute ma bonne foi, car tout ce que je citais était fortuit et eût pu être tiré de mes vieux papiers personnels. Vers la mi-août, je regagnai Arkham, rouvris ma maison de Crane Street, depuis longtemps fermée. J'y installai une machine des plus curieuses, construite en pièces détachées par différents fabricants de matériel scientifique en Europe et en Amérique, et je la dissimulai soigneusement au regard de toute personne assez intelligente pour en comprendre la composition. Ceux qui la virent, un ouvrier, une domestique, la nouvelle gouvernante, décrivirent un bizarre assemblage de tiges, de roues et de miroirs ne mesurant pas plus de 2 pieds de haut, un de large et un d'épaisseur. Le miroir central était rond et convexe. Tout cela est confirmé par les fabricants de pièces qu'on a pu joindre. Le soir du vendredi 26 septembre, je donnai congé à la gouvernante et à la femme de chambre jusqu'au lendemain midi. Des lumières brillèrent dans la maison, tard dans la nuit, et un homme maigre, brun, à l'allure singulière d'un étranger, arriva en automobile. Il était à peu près 1 heure du matin, quand les lumières s'éteignaient. À 2h15, un agent de police remarqua la demeure dans l'obscurité, mais la voiture de l'étranger était toujours garée le long du trottoir. À 4h, elle avait de toute évidence disparu. Ce fut à 6h qu'une voix hésitante, à l'accent étranger, demanda par téléphone au docteur Wilson de se rendre à mon domicile pour me tirer d'un bizarre évanouissement. Cet appel, une communication interurbaine, venait, comme on l'établit plus tard, d'une cabine publique, gare du Nord de Boston. Mais on ne retrouva jamais aucune trace du maigre étranger. En arrivant chez moi, le médecin me trouva au salon, sans connaissance, dans un fauteuil dont on avait approché une table. La surface polie de cette table portait des égratignures à l'endroit où un lourd objet y avait été posé. La singulière machine était partie, et l'on n'entendit plus jamais parler d'elle. Sans aucun doute, l'étranger maigre et brun l'avait emportée. Dans la cheminée de la bibliothèque, un tas de cendres témoignait qu'on avait brûlé jusqu'au dernier bout de papier tout ce que j'avais écrit depuis le début de l'amnésie. Le docteur Wilson jugea ma respiration anormale, mais après une piqûre hypodermique, elle reprit sa régularité. Le matin du 27 septembre, à 11h15, je m'agitais vigoureusement, et le masque jusqu'alors figé de mon visage donna les premiers signes d'animation. Le docteur Wilson remarqua que l'expression n'était pas celle de ma personnalité seconde, mais ressemblait beaucoup à celle de mon moi normal. Vers 11h30, je marmonnais quelques syllabes très bizarres, qui ne semblaient appartenir à aucun langage humain. J'avais l'air aussi de lutter contre quelque chose. Puis à midi passé, la gouvernante et la femme de chambre étant revenues entre-temps, je me mis à murmurer en anglais. Parmi les économistes orthodoxes de cette période, Géron représente plus particulièrement la tendance dominante à établir des corrélations scientifiques. Son effort pour relier le cycle commercial de la prospérité. Nathaniel Wingate était revenu. Et pour cet esprit, selon son estimation du temps, on était toujours ce jeudi matin de 1908 où la classe d'économie politique levait ses regards attentifs vers le vieux bureau sur l'estrade. Chapitre 2. Ma réadaptation à la vie normale fut pénible et difficile. 5 années perdues suscitent plus de complications qu'on ne peut l'imaginer, et dans mon cas, il y avait 1000 choses à remettre en ordre. Ce que l'on m'apprit de mes faits et des gestes depuis 1908 me surprit et m'inquiéta, mais je tâchais de considérer la question avec toute la philosophie dont j'étais capable. Enfin, ayant obtenu la garde de mon second fils, Wingate, je m'installai avec lui dans la maison de Crane Street et tentai de reprendre mon enseignement. Mon ancienne chaire m'avait été aimablement proposée par l'université. Je commençai mes cours avec le trimestre de février 1914 et les poursuivis une année entière. Je me rendis compte alors que mon aventure m'avait gravement ébranlé. Bien que parfaitement sain d'esprit, je l'espérais, et sans faille dans ma personnalité première, je n'avais plus la vitalité d'autrefois. Des rêves confus, des idées bizarres me hantaient sans cesse, et quand le déclenchement de la guerre mondiale orienta mon esprit vers l'histoire, je m'aperçus que je me représentais les époques et les événements de la façon la plus étrange. Ma conception du temps, ma faculté de distinguer succession et simultanéité, semblait quelque peu altérée. Je formais l'idée chimérique qu'en vivant à une époque donnée, on pouvait projeter son esprit à travers l'éternité pour connaître des siècles passés et futurs.
La guerre me donna l'impression singulière de me rappeler quelques-unes de ses conséquences lointaines, comme si, connaissant déjà son évolution, je pouvais les envisager, après coup, à la lumière d'une information future. Tous ces pseudo-souvenirs s'accompagnaient d'une grande souffrance et du sentiment qu'une barrière psychologique artificielle leur était opposée. Lorsque je me hasardais à évoquer tout cela autour de moi, je rencontrais des réactions différentes. Certains me regardèrent d'un air inquiet, mais chez les mathématiciens, on parla de nouveaux aspects de cette théorie de la relativité, alors réservée au cercle cultivé, qui devait plus tard devenir si célèbre. Le docteur Albert Einstein, disait-on, allait vite ramener le temps à l'état de simple dimension. Mais les rêves et les sensations étranges finirent par prendre sur moi un tel empire que je dus abandonner mes cours en 1915. Ces troubles prenaient parfois une forme irritante. Je nourrissais l'idée persistante que mon amnésie avait servi quelque échange impie, que la personnalité seconde était en réalité une force imposée venant de l'inconnu, que ma propre personnalité avait subi une substitution. Je fus ainsi amenée à de confuses et terrifiantes spéculations sur le sort de mon moi véritable pendant des années. Un autre avait occupé mon corps. L'étonnant savoir et la conduite singulière de cet ancien occupant m'inquiétaient de plus en plus à mesure que j'apprenais de nouveaux détails par des rencontres, des journaux, des revues. Les bizarreries qui avaient déconcerté les autres paraissaient s'accorder terriblement avec un arrière-plan de ténébreuses connaissances embusquées dans les profondeurs de mon subconscient. Je me mis à étudier avec fièvre les moindres renseignements touchant les études et les voyages de cet autre pendant les années obscures. Tous mes tourments n'avaient pas ce degré d'abstraction, il y avait les rêves, qui semblaient gagner en vigueur et en réalisme. Sachant comment la plupart des gens les considéraient, j'en parlais rarement, sinon à mon fils ou à quelques psychologues dignes de confiance, mais j'entrepris bientôt une étude scientifique d'autres cas, pour savoir si de telles visions étaient ou non caractéristiques chez les victimes d'amnésie. Résultats obtenus avec l'aide de psychologues, d'historiens, d'anthropologues et de spécialistes très expérimentés de la vie mentale, plus une recherche qui passait en revue tous les cas de dédoublement de la personnalité depuis l'époque des légendes de possession démoniaque jusqu'aux réalités médicales de notre temps, ces résultats donc m'apportèrent d'abord plus d'inquiétude que des réconforts. Je m'aperçus bientôt que mes rêves n'avaient à vrai dire aucun équivalent dans la masse formidable des cas d'amnésie authentique. Il restait néanmoins un tout petit nombre d'exemples dont le parallélisme avec ma propre expérience m'intrigua et me bouleversa pendant des années. Certains étaient tirés d'un antique folklore, d'autres répertoriés dans des annales de médecine. Une ou deux anecdotes dormaient enfouies dans des classiques historiques. Il semblait donc bien que si ma forme particulière de disgrâce était prodigieusement rare, des exemples s'en étaient pourtant présentés à de longs intervalles depuis le début des chroniques de l'humanité. Certains siècles, on en comptait 1, 2 ou 3, d'autres aucun, ou du moins aucun dont on ait gardé un souvenir. C'était pour l'essentiel toujours la même chose. Une personne à l'esprit réfléchi et pénétrant se trouvait investie d'une étrange vitalité seconde, menant pendant un temps plus ou moins long une existence entièrement différente, caractérisée d'abord par une maladresse dans l'élocution et les mouvements, puis plus tard par l'acquisition systématique de connaissances scientifiques, historiques, artistiques, anthropologiques. Acquisition menée avec une ardeur fiévreuse et une faculté d'assimilation absolument anormale. Puis, un brusque retour à sa conscience propre, désormais tourmenté de temps à autre par des rêves, confus, inapaisables, suggérant par fragments d'effroyables souvenirs sur les maisons adverses. L'étroite ressemblance de ces cauchemars avec les miens, jusqu'au moindre détail, ne laissait aucun doute dans mon esprit sur leur nature manifestement exemplaire. Un ou deux de ces cas s'entouraient d'un halo de vague et sacrilège familiarité, comme si je les avais déjà connus par quelque agent cosmique trop effroyable et hideux pour qu'on s'en soutienne la vue. Dans 3 exemples, on mentionnait explicitement une mystérieuse machine comme celle que j'avais vue chez moi avant la seconde transformation. Ce qui m'inquiéta aussi pendant mes recherches fut la fréquence assez importante des cas où un bref et fugitif aperçu des mêmes cauchemars avait affecté des personnes non atteintes d'amnésie caractérisée. Ces personnes étaient pour la plupart d'intelligence médiocre, ou moins encore, certaines si rudimentaires qu'on ne pouvait guère y voir des véhicules d'une érudition anormale ou d'acquisition mentale surnaturelle. Elles étaient animées d'une seconde par une force étrangère pendant une seconde. Puis on observait un retour en arrière,
et l'incertaine réminiscence vite dissipée d'immenses horreurs. Il y avait eu au moins 3 cas de ce genre au cours du dernier demi-siècle, dont seulement 15 ans. Seulement 15 ans plus tôt. Quelque chose, issu d'un abîme insoupçonné de la nature, s'était aventuré en aveugle à travers le temps. Ces troubles atténués étaient-ils de monstrueuses et sinistres expériences dont la nature et l'auteur échappaient à toute raison? Telles étaient quelques-unes des conjectures imprécises de mes heures les plus noires. Chimères, encouragées par les mythes que découvraient mes recherches. Car je n'en pouvais douter, certaines légendes persistantes d'une antiquité immémoriale, apparemment inconnue de certains amnésiques récents et de leurs médecins, donnaient une image frappante, terrible, de perte de mémoire, comme la mienne. Quant à la nature des rêves et des impressions qui devenaient si tumultueux, j'ose à peine en parler. Il sentait la folie, et je croyais parfois devenir vraiment fou. Était-ce là un genre d'hallucination propre aux anciens amnésiques? Les efforts du subconscient pour combler par de pseudo-souvenirs un vide déconcertant pouvaient bien en effet donner lieu à de curieux caprices de l'imagination. Telle fut d'ailleurs, bien qu'une autre hypothèse du folklore me parut finalement plus convaincante, l'opinion de beaucoup des aliénistes qui m'aidèrent à étudier des cas analogues furent intrigués comme moi par les similitudes parfois observées. Ils ne qualifiaient pas cet état de folie véritable, mais le classaient plutôt parmi les troubles névrotiques. Ma démarche, pour essayer de le circonscrire et de l'analyser, au lieu de chercher en vain à le rejeter et à l'oublier, rencontra leur chaleureuse approbation par sa conformité aux meilleurs principes psychologiques. J'appréciais particulièrement l'avis des médecins qui m'avaient suivi quand j'étais habité par une autre personnalité. Mes premiers troubles ne furent pas d'ordre visuel, mais portaient sur des questions plus abstraites dont j'ai parlé. Il y avait aussi un sentiment de répugnance intense, inexplicable, à l'égard de moi-même. Il me vint une peur étrange de voir ma propre silhouette, comme si mes regards allaient y découvrir quelque chose d'absolument inconnu, d'une inconcevable horreur. Quand je risquais enfin un regard sur moi et apercevais la forme humaine familière, discrètement vêtue de gris ou de bleu, je ressentais toujours un curieux soulagement. Mais avant d'en arriver là, il me fallait supporter une terreur infinie. J'évitais les miroirs le plus possible et me faisais toujours raser chez le coiffeur. Il me fallut beaucoup de temps pour établir un lien entre ces sentiments de frustration et les visions passagères qui commencèrent à se manifester. Le premier approchement de ce genre concerna la sensation bizarre d'une contrainte extérieure artificielle sur ma mémoire. Je compris que les images entrevues dont je faisais l'expérience avaient une signification profonde, terrible, et un redoutable rapport avec moi-même, mais qu'une influence délibérée m'empêchait de saisir ce sens et ce rapport. Vint ensuite cette bizarre conception du temps, et avec elle les efforts désespérés pour situer les fragments fugaces du rêve sur le plan chronologique et spatial. Les images, elles-mêmes, furent d'abord plus étranges qu'effrayantes. Il me semblait être dans une immense salle, voûtée, dont les hautes nervures de pierre se perdaient presque parmi les ombres au-dessus de ma tête. Quelle que soit l'époque et le lieu, le principe du cintre était aussi connu et fréquemment utilisé qu'au temps des Romains. Il y avait de colossales fenêtres rondes et ailées, des portes cintrées, des bureaux, des tables, aussi hauts qu'une pièce ordinaire. De vastes étagères de bois couraient le long des murs, portant ce qui semblait être des volumes de format gigantesque, au dos marqué d'étranges hiéroglyphes. La pierre apparente présentait des sculptures singulières, toujours en symboles mathématiques curvilignes, et des inscriptions ciselées reproduisant les mêmes caractères que les énormes volumes. La sombre maçonnerie de granit était d'un type mégalithique, monstrueux. Des rangées de blocs au sommet convexe venant s'encastrer dans d'autres à la base concave qui reposaient sur eux. Il n'y avait pas de siège, mais le dessus des immenses tables était jonché de livres, de papiers, d'objets qui servaient sans doute à écrire. Jarres de métal violacés, bizarrement ornées, baguettes à la pointe tachée. Si démesuré qu'il soit, je réussissais parfois à voir ces bureaux d'en haut. Sur quelques-uns, de grands globes de cristal lumineux en guise de lampe, et d'énigmatiques machines faites de tubes de verre et de tiges de métal. Les fenêtres cintrées étaient prédissées de solides barreaux. Sans oser approcher pour regarder au travers, je pouvais distinguer, de l'endroit où j'étais, les faîtes ondulantes d'une végétation singulière rappelant des fougères. Le sol était fait de lourdes dalles octogonales,
et l'on ne voyait ni tapis, ni tenture. Plus tard, je me vis parcourir des galeries cyclopéennes de pierre et monter ou descendre des plans inclinés gigantesques de la même colossale maçonnerie. Il n'y avait aucun escalier, et les couloirs ne mesuraient jamais moins de 30 pieds de large. Certaines des constructions que je traversais en flottant devaient s'élever à des milliers de pieds dans le ciel. Sous terre se succédaient plusieurs étages de noirs caveaux, de trappes jamais ouvertes, scellées de bandes métalliques, suggérant vaguement un péril extraordinaire. Je devais être prisonnier, et l'horreur menaçait partout où je jetais les yeux. Je sentais que le message de ces hiéroglyphes curvilinéaires qui me narguaient sur les murs aurait brisé mon âme si je n'avais été protégée par une bienheureuse ignorance. Plus tard encore, je vis en rêve des perspectives par les grandes fenêtres rondes, et du haut du titanesque toit plat au curieux jardin, ce large espace vide avec son haut parapet de pierre à fiston, me menait le plus haut des plans inclinés. Des bâtiments géants, chacun dans son jardin, s'alignaient sur des lieux presque à perte de vue, le long de routes pavées d'au moins 200 pieds de large. Ils étaient très divers, mais mesuraient rarement moins de 500 pieds carrés ou 1000 pieds de haut. Beaucoup paraissaient sans limite, avec une façade de plusieurs milliers de pieds, tandis que certains s'élançaient à des hauteurs vertigineuses dans le ciel gris et brumeux. Faits pour l'essentiel de pierre ou de ciment, ils appartenaient généralement au curieux type de maçonnerie curviline qui caractérisait l'immeuble où j'étais retenu. Les toits étaient plats, couverts de jardins, avec souvent des parapets à festons. Parfois, des terrasses à plusieurs niveaux et de larges espaces dégagés parmi les jardins. Il y avait dans ces grandes routes comme un appel au mouvement. Mais lors des premières visions, je ne pus pas analyser le détail de cette impression. Je vis, en certains endroits, d'énormes tours sombres de forme cylindrique qui dominaient de loin tous les autres édifices. Elles étaient vraisemblablement d'une espèce tout à fait exceptionnelle et présentaient des signes d'une antiquité et d'un délabrement considérable. Bâties bizarrement de blocs de basalte, taillées à angle droit, elles s'amincissaient progressivement jusqu'à leur sommet arrondi. On n'y voyait nulle part la moindre trace de fenêtre ou d'ouverture, si ce n'est des portes énormes. Je remarquai aussi quelques constructions plus basses, toutes dégradées par des éternités d'intempéries, qui ressemblaient à des sombres tours cylindriques d'architecture primitive. Tout autour de ces monuments délirants de maçonnerie à l'équerre planait une inexplicable atmosphère de menace et de peur intense, comme en dégageaient les trappes scellées. Les jardins omniprésents étaient presque effrayants dans leur étrangeté, offrant des formes végétales bizarres et insolites qui se balançaient au-dessus de larges allées bordées de monolithes curieusement sculptés. Des espèces de fougères surtout, d'une taille anormale, les unes vertes, d'autres d'une pâleur spectrale, fongoïde. Parmi elles se dressaient de grandes silhouettes fantomatiques, comparables à des calamités dont les troncs, semblables à des bambous, atteignaient des hauteurs fabuleuses, et encore des touffes de prodigieux cycas, des arbres ou des arbustes baroques d'un vert sombre qui rappelaient des conifères. Les fleurs, petites, incolores, impossibles à identifier, s'épanouissaient en parterres géométriques ou librement dans la verdure. Dans quelques jardins de la terrasse ou du toit, il en poussait de plus grands, de plus colorés, d'aspect presque répugnant, qui suggérait une culture artificielle. Des plantes fongoïdes de dimensions, de contours et de couleurs inconcevables parsemaient le paysage selon des dessins qui révélaient une tradition horticole inconnue, mais bien établie. Dans des jardins plus vastes au niveau du sol, on discernait un certain souci de conserver les caprices de la nature, mais sur les toits, la sélection et l'art des jardins étaient plus manifestes. Le ciel était presque toujours pluvieux ou nuageux, et j'assistais parfois à des pluies torrentielles. De temps à autre, pourtant, on apercevait le soleil qui semblait anormalement grand, et la lune, dont les taches avaient quelque chose d'inhabituel que je ne pus jamais approfondir. Les nuits, très rares, où le ciel était assez clair, j'apercevais des constellations à peine reconnaissables, quelquefois proches des figures connues mais presque jamais identiques. D'après la position des quelques groupes que je pus identifier, je conclus que je devais être dans l'hémisphère sud, près du tropique du Capricorne. L'horizon lointain était toujours embué, indistinct, mais je voyais aux abords de la ville de vastes jungles de fougères arborescentes inconnues, de calamités, de lépidodendrons, de sigillaires, dont les frondaisons fantastiques ondulaient, narquoises dans les vapeurs mouvantes. Par moments, s'esquissaient des mouvements dans le ciel, mais les premières visions se précisèrent. Dans
Pendant l'automne 1914, je commençais à faire des rêves espacés, où je flottais étrangement au-dessus de la cité et des régions environnantes. Je découvris des routes interminables à travers la forêt, de végétaux incroyables, aux troncs tachetés, cannelés, rayés, ou devant des villes aussi singulières que celles qui ne cessaient de m'obséder. Je vis de monstrueuses constructions de pierre noire, ou irisées dans des percées, ou des clairières, où régnait un crépuscule perpétuel, et je parcourus de longues chaussées à travers des marécages, si sombres que je distinguais à peine leur humide et imposante végétation. J'aperçus une fois une étendue sans bornes jonchée de ruines basaltiques, détruites par le temps, dont l'architecture rappelait des rares tours sans fenêtres, au sommet arrondi de la ville obsédante. Et une fois, je vis la mer, étendue, sans limite, vaporeuse, au-delà des colossales jetées de pierre d'une formidable cité de dômes et de voûtes, des impressions de grandes ombres sans forme se déplaçaient au-dessus d'elle, et, ici ou là, des jaillissements insolites venaient troubler la surface des eaux.